Avons-nous tous entendu parler de l'expression guerre des cultures? Je ne suis pas sûre que les gens aient compris le concept de la guerre des cultures. Mais j'aimerais aller dans ce sens en expliquant ce que signifie la guerre des cultures. Si vous allez sur la page Wikipédia et que vous cherchez guerre des cultures, vous verrez, elle est divisée en sections. On en parle de l'année 1920 au 1980 comme les origines, entre les années 20 et les années 80 du dernier siècle. C'était utilisé, mais ce n'était pas très courant, ce n'était pas une expression très populaire. Quand elle a commencé à être populaire, quand le concept de guerre culturelle a-t-il été introduit, que la polarisation moderne aux États-Unis commence à être comprise si clairement à travers la guerre de culture. Quand cela s'est-il passé? C'est un événement singulier, une année singulière. Alors Raymond, Ray. J'allais dire la deuxième vague la deuxième vague du féminisme jusqu'à ce que tu parles d'un événement singulier. Quand tu as dit l'année singulière, j'allais dire 1989. C'est très près. C'est une bonne tentative. Marie? Ray, as-tu fini? Oui. Marie. Donc tu dis l'année singulière me laisse perplexe, mais je suggérerais ou je devinerais 2016 avec Steve Bannon, mais je sais que ça s'est passé bien avant, donc je devine encore et je dirais, entre eux, je dirais peut-être en fait 2012. Ça ne me dérange pas si vous voulez chercher. Si les gens veulent jeter un coup d'œil sur Internet, ça ne me dérange pas. D'ici là, vous avez déjà les fruits de la guerre culturelle. Et elle commence à être comprise comme un problème. Graham? J'allais dire vers 1996, lorsque nous avons vu deux sources d'informations apportées sur Internet, c'est là que nous avons développé le fossé culturel, très important. Alors, vous et Ray, vous avez vous l'avez ouvert et fermé, il s'agit de 1991, mais vous êtes sur la bonne voie. 1991. 1996. Quand l'augmentation de l'accroissement de la connaissance, c'est 1991. Et c'est là que les personnes commencent à comprendre qu'ils sont au milieu d'une guerre culturelle aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est que James Davidson Hunter, un sociologue de l'Université de Virginie, a réintroduit l'expression de nouveau. Elle était connue auparavant, mais il l'a réintroduite dans sa publication de 1991, Culture Wars, The Struggle to Define l'Amérique. Hunter décrivait ce qu'il considérait comme un réalignement, une polarisation spectaculaire qui avait transformé la politique américaine en culture. Et il divise entre les années 1920 et 80. Et ensuite, il y a la deuxième période, 91 à 2001, cette période de 10 ans. Elle a décollé à cause de ce que James Hunter a dit et il a fait valoir que sur un nombre croissant de questions brûlantes, y compris l'avortement, la politique des armes à feu, la séparation de l'Église et de l'État, la vie privée, les drogues, l'homosexualité, la censure, il existait deux polarités définissables. En outre, non seulement il y avait un certain nombre de questions qui divisaient, mais la société s'était divisée essentiellement selon les mêmes lignes sur ces questions, de manière à constituer deux groupes belligérants définis principalement non pas par la religion nominale, l'ethnicité, la classe sociale, ou même l'affiliation politique, mais plutôt par la vision idéologique du monde.
Donc, ce qu'il a identifié dans le passé, avant 1991, vous avez la majorité morale, vous avez les trois mouvements, vous avez beaucoup de conflits, les droits civils au milieu de la fin du siècle, mais maintenant, vous avez deux partis, deux pôles opposés. Si vous croyez en une question qui divise, vous avez tendance à avoir des positions similaires sur toutes les autres. Les gens n'avaient donc pas un large spectre, un mélange de certains et d'autres. Ils sont généralement divisés en deux pôles. Et ces deux pôles étaient maintenant en guerre. Et ce qu'il a aussi identifié, c'est que dans les décennies, les siècles passés, on se battait sur la base de la religion de quelqu'un. Le christianisme, une défense des valeurs familiales traditionnelles à travers le prisme protestant. Et il dit plus maintenant. Maintenant, ce n'est pas une question de religion, d'ethnie, de classe sociale, ni même de parti politique auquel vous appartenez. Il s'agit de votre vision idéologique du monde. Il s'agit de la culture à laquelle vous voulez appartenir. En 2021, il a été interviewé par Politico. C'était le 30e anniversaire de son introduction du concept de la guerre culturelle dans le courant dominant et de son envol. Donc Politico l'a interviewé 30 ans plus tard, l'année dernière, et lui a demandé son avis sur l'Amérique d'aujourd'hui, où il voit la guerre culturelle de ces 30 dernières années. J'y reviendrai dans un instant. Catherine, je vais d'abord prendre ta main. C'est bon, c'était avant quand tu voulais connaître l'année. J'allais dire 1991. Oui, tu as... Non, donc, comme Ray et Graham ont donné les dates. Non, mais j'allais dire c'est peut-être à raison de l'affaire Anita Hill, mais ça aurait été le début de la troisième vague. C'est la logique que j'utilisais. Je suis sûre que cela fait partie du concept que ce Tom voit lorsqu'il écrit cette publication. Cela aurait renforcé cette même guerre culturelle. C'est un article de Politico. La raison pour laquelle je ne l'ai pas partagé dans le média broadcast, c'est que dans ce contexte, il y a des choses qu'il a dit, sa position politique à laquelle je ne crois pas et nous ne puissions pas adhérer en tant que mouvement. Elles ne sont pas prophétiques. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il s'identifie comme un conservateur. Mais il s'identifie comme un conservateur, mais un peu libéral. Donc les conservateurs des temps modernes, ce ne seraient pas heureux avec lui. En d'autres termes, c'est un centriste qui penche vers le conservatisme. Et je pense qu'en partie à cause de cela, il est assez aveugle sur certains sujets. Il a une telle vision de certaines choses, mais pour d'autres, il est complètement à côté de la plaque. Par exemple, il a dit que la guerre culturelle moderne n'est pas du tout sur l'avortement, qu'elle s'est déplacée sur le sujet du racisme. Et la culture et la guerre culturelle moderne ne concerne que la race. Et alors qu'elle portait sur l'avortement, et ce n'est que l'année dernière, je pense, pour penser que l'avortement n'était pas un problème, cela faisait partie de la guerre culturelle. Il aurait dû savoir que la question du genre était la question centrale de la guerre culturelle, et non pas la race, mais cela lui échappe. Et je pense qu'une partie de la raison pour laquelle il rate, c'est qu'il adopte la vision centriste et conservatrice du monde. Donc à ce moment-là, vous passez à côté des choses. Mais il a une vision pertinente sur la guerre culturelle. C'est pertinent en 1991. Je vais citer cet article de Politico. Il y a 30 ans, le socialiste James Davin Hunter a popularisé le concept de guerre des cultures. Aujourd'hui, il voit une guerre de culture qui s'est aggravée et qui est synonyme de problème pour l'avenir et l'expérience américaine. En 1991, alors que l'Amérique était en proie à une lutte entre une société laïque de plus en plus libérale
qui poussait au changement, une opposition conservatrice qui enracinait sa vision du monde dans les Écritures divines, James Davison Hunter a écrit un livre qu'il a intitulé « Avec une expression pour ceux qui se voyaient se jouer dans les combats américains sur l'avortement, les droits des homosexuels, la religion et les écoles, la guerre des cultures. Je ne vais pas tout lire, mais alors qu'il l'interviewe, il continue en expliquant qu'au cours des 30 dernières années, il n'y a pas eu de combat pour la religion. C'est un combat pour la culture à laquelle vous appartenez. C'est un combat pour votre idéologie. Il dit, la politique est un artefact de la culture, c'est un reflet. La culture sous-tend notre politique. Ce n'est pas un combat pour la politique. L'ancien Jeff n'aurait pas pu dire « tu attaques ma politique ». Ce que nous attaquions, ce que le cri de minuit attaquait, c'était quelque chose de beaucoup plus fondamental. Sous la politique existe la culture. La politique est un artefact un objet ou de la politique. C'est un reflet. L'une des façons les plus courantes d'y penser est sans doute de considérer qu'il s'agit d'une bataille politique sur certains types de questions culturelles comme l'avortement, l'égalité, les valeurs familiales, l'Église, l'État, etc. Et par conséquent, la guerre culturelle consiste réellement en la mobilisation des ressources politiques, de personnes, de votes et de partis autour de certaines positions sur des questions culturelles. En ce sens, la guerre des cultures est une affaire de politique. Mais l'histoire la plus importante concerne les cultures qui sous-tendent nos politiques et la façon dont nos politiques deviennent le reflet d'une disposition culturelle plus profonde, pas seulement des attitudes et des valeurs qui vont au-delà de leur capacité à raisonner à leur sujet. Sur les questions politiques, on peut faire des compromis. Sur les questions de vérité morale ultime, on ne peut pas. Les conservateurs voient une menace existentielle. C'est une phrase importante. Ils y voient une menace existentielle pour le monde, le mode de vie, pour les choses qu'ils tiennent pour sacrées. C'est la culture qui est considérée comme l'ultime vérité morale. La culture qui est considérée comme sacrée. L'intervieweur, il prend la parole et il y a un passage que vous avez écrit il y a 30 ans qui semble pertinent pour ce point. Nous glissons soudainement à penser que les controverses débattues sont de nature politique plutôt que culturelle. Sur les questions politiques, à ce niveau superficiel, on peut faire des compromis. Sur les questions de vérité morale ultime, on ne peut pas. C'est pourquoi l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui semblent interminables. J'aime cette phrase, je la formulerai ainsi. La culture, par sa nature même, est hégémonique. Elle cherche à coloniser, elle cherche à envelopper dans sa totalité. La racine du mot culture en latin est cultus. Il s'agit de ce qui est sacré pour nous. Culture vient du latin, cultus. Et quels sont les autres mots qui viennent du même mot, de la même racine? Cultus, culture. Alors, quelqu'un en a-t-il d'autres? Alors, Marie, pour la culture. Culte. Sharon. J'allais dire aussi culte, mais c'est pas grave. Joséphine. Qu'en est-il de tu peux avoir raison, mais je suis pas sûre.
Raymond, Cultivate. cultiver. Ce sont ceux que je voulais particulièrement que nous voyons. Culte et cultiver, ça vient de la même racine. Il s'agit de ce qui est sacré pour vous, ce que vous voulez nourrir. Il s'agit de ce qui est sacré. Et la raison pour laquelle le sexisme existe ici, ce n'est pas à cause de la religion. Ce n'est plus la religion que la société considère comme sacrée. Je ne pense même pas que les adventistes soient encore si religieux. Ce n'est pas finalement leur adventisme qu'ils considèrent comme sacré pour eux. C'est leur culture. Quand nous arrivons à ce que nous disons en 2018, Fox News est mauvais. Ellen White n'a rien dit sur Fox News. Mais il s'est senti attaqué parce que nous avons attaqué sa culture. Il est d'un côté dans cette guerre culturelle et cette guerre culturelle n'est pas fondamentalement religieuse. Les adventistes aujourd'hui cherchent à la loi du dimanche, croyant que ce sera une question de la loi du dimanche. Comment retracer les étapes? Oh, ce sont les mandats les obligations de la vaccination. Où trouvez-vous la vaccination dans les écrits, dans la Bible? C'est George Soros. Où trouvez-vous George Soros dans Ellen White? Leur pas vers leur propre loi du dimanche ne se trouve pas dans la religion. Les adventistes ne sont pas si religieux. Ce qui sous-tend la politique est la même chose que ce qui sous-tend la religion des gens, et c'est la culture. On pourrait dire la religion, on pourrait dire le manque de religion. C'est la culture qui sous-entend l'athéisme. Si un pasteur protestant croit que les femmes ont été créées par Dieu pour être des nourricières et non des penseurs rationnels, comme l'exige la politique, il croit qu'elles ont été créées de cette façon. Si Dawkins et Harris pensent que les femmes n'ont pas ce cerveau rationnel, ils disent que l'évolution les a rendues ainsi au cours des millions d'années. Ils n'ont pas besoin de la religion pour étayer le sexisme, parce que je dirais que les deux côtés, ce qui sous-entend les positions qu'ils prennent aujourd'hui sur ces choses que la société combat n'est pas le religieux, mais c'est la culture. Nous attaquons la culture. La loi du dimanche est simplement un point, une balise clé dans 30 ans d'accouchement et de regroupement des balises sur une guerre culturelle en développement. La guerre pour et contre la loi du dimanche n'est rien d'autre que la guerre entre deux cultures aux États-Unis aujourd'hui. Nous attaquons la culture. Et maintenant, et là, l'ancien Jeff, il dit, n'attaquez pas ma culture. Ça n'avait pas vraiment d'importance. Si j'étais australienne ou californienne, parce qu'un libéral en Californie est sur une autre longueur d'onde culturelle que lui, le pôle opposé, j'étais à l'opposé. Il va introduire le genre dans tout ça, ça n'a pas aidé. Et je disais que la plateforme culturelle du cri de minuit était prophétiquement exacte à cause des lignes de réforme. Et c'était trop dur à avaler. Le 9 novembre 2019, c'est à partir de là que nous avons commencé à voir ce combat dans le mouvement. Et bien que cette lutte commence avant, mais presque immédiatement, nous commençons à parler de féminisme. Un combat se produit dans le mouvement entre trois concepts différents du féminisme. Quels sont ces trois concepts? Expliquez-moi. Les trois concepts de féminisme. Donc, nous connaissons le féminisme radical. Alors, le féminisme culturel, libéral, ou le féminisme, le courant dominant, le libéral. Alors, quel est le problème avec le féminisme culturel? Ils utilisent essentiellement le même argument.
qui a été utilisé pour imposer la ségrégation, égaux mais séparés, égaux mais fondamentalement différents. Il existe une essence féminine, cette éthique du soin qui est propre aux femmes et que les hommes n'ont pas. Et ils savent que les femmes n'ont pas cette essence parce que c'est ce que leur culture incarne. Est-ce que ça a du sens? Oui. C'est cette romance du Sud de la femme qui prépare le festin de Thanksgiving, porte le tablier, amène les enfants. C'est cette glorification, c'est construit dans leur culture. Le féminisme culturel, c'est construit dans les mots, c'est facile à dire. Il défend la culture et refuse de déraciner le sexisme de leur culture. Elles disent, nous serons féministes tant que vous ne toucherez pas à notre culture. Nous serons féministes, nous promouvrons l'égalité des genres dans tous les domaines qui ne touchent pas ou ne nuisent pas à notre culture. Maintenant, le féminisme libéral. Alors, tout d'abord, quel est le mantra du féminisme radical? Le personnel est politique. Le personnel est politique. Et qu'est-ce que le personnel? Le personnel égale... Je ne me rappelle pas, excuse-moi. Ça n'a pas été dit avant. Le personnel égale à votre culture. Vous n'avez pas le droit de vous accrocher au sexisme de votre culture s'ils vont à l'encontre de l'égalité des genres. Le féminisme radical dit que ce n'est pas vraiment le féminisme s'il s'accroche à un sexisme incarné dans la culture. Enfin, nous devons l'extirper de la culture. Et l'ancien Terry a parlé du concept du mot radical lié au mot racine. Je ne sais pas si nous connaissons le symbole mathématique pour calculer la racine carrée. Vous dites qu'il vous faut aller au cœur du problème. Le féminisme libéral dit que le personnel n'est pas politique. Donc, nous soutiendrons l'égalité des genres tant que vous ne touchez pas à ma culture. Oui, culture. C'est un aspect différent de la culture que le féminisme culturel. Mais ça reste de la culture, peu importe que ce soit le blanchiment de la peau en Corée du Sud ou les normes de beauté aux États-Unis. Cela n'a pas d'importance. Ça se manifeste différemment selon les endroits parce que c'est culturel pour ces endroits. Donc la façon dont ce féminisme se manifeste dans une partie du mouvement, le féminisme libéral, est différente de la façon dont il va se manifester dans d'autres parties du mouvement. Le féminisme radical ne fait pas ça. Le féminisme radical est le même. Que ce soit en Australie, au Fidji, au Ghana, en Allemagne, en Californie, peu importe. Le féminisme radical, tel que nous l'enseignons dans ce mouvement, est le même dans chaque pays. Le féminisme libéral ne l'est pas. Parce qu'ils doivent avoir un féminisme libéral qui ne démantèle pas ce que vous pas nécessairement ce que le féminisme culturel chérit, mais va pas démanteler ce que vous trouvez dans le personnel. Il y a un certain chevauchement ici, comment il voit la famille, le domestique. Donc le féminisme culturel et libéral dit de ne pas toucher à notre culture. Donc l'ancien Jeff va dire, j'aime tout ce message. Mais une partie de ce message m'attaque personnellement. Je vais enlever cette partie, je vais la tordre légèrement, je vais ajouter quelque chose de mon cru. Et ensuite, il part. Peu de temps après, certaines personnes dans le mouvement qui disent que nous aimons le féminisme, nous aimons l'aile gauche. Au fait, nous avons toujours plaidé pour plus de liberté dans ce mouvement parce qu'il continue à limiter notre liberté, le mouvement. Nous aimons le féminisme, mais ne touchez pas à notre culture et ne touchez pas à notre culture.
Donc, cela continue d'être une guerre culturelle. Il n'a jamais été question, quand on parle de féminisme, de l'interprétation des Écritures. Nous aurons pu défendre la nôtre en nous appuyant sur les Écritures, les lignes de réforme, la prophétie. Ils ne pouvaient pas défendre la leur, mais cela n'a finalement pas eu d'importance parce que ce que les gens considéraient comme sacré n'était pas leur religion, c'était leur culture. Ces dernières personnes, très peu de personnes ont quitté le mouvement à cause de ce qu'avaient dit sur Ellen White ou les thèses bibliques ou l'adventisme ou sur le leadership des adventistes. Les gens n'ont pas quitté le mouvement pour ces raisons. Ils ont constamment quitté le mouvement, que ce soit en retournant au protestantisme ou en abandonnant complètement le christianisme. Mais ce pourquoi ils sont toujours partis, c'est pour retourner à leur culture. En mai 2020, le taureau Apis. Ce que je voulais dire, c'est que oui, vous pouvez le retracer depuis 1798 et voir le protestantisme interagir avec l'adventisme. Mais quel était le problème de l'ancien Israël? Ce n'était pas le protestantisme, c'était le paganisme. C'était le paganisme et c'était aussi la culture égyptienne. Comment la culture égyptienne voyait la masculinité. Si vous voyez l'époque du Christ, il s'agit du fait que la culture juive avait incarné la culture païenne. La façon dont le paganisme voyait ce qu'il fallait attendre d'un roi. Encore une fois, si vous pouvez le voir, c'est une question de culture. Puis nous arrivons à LGBT. À cette époque du mouvement, certaines personnes l'enseignent déjà et disent que nous devrions maintenant accepter publiquement les personnes LGBT dans ce mouvement. Il y a un retard parce que nous devions arriver à ce point à partir de l'égalité et non à partir de la liberté. Mais lorsque nous y sommes arrivés, je n'étais pas d'accord avec ceux qui disaient que la racine de l'homophobie était le protestantisme et la religion. J'ai dit que ce n'était pas le cas. Nous sommes revenus à la culture assyrienne, babylonienne, médo-persane, et surtout à la culture grecque et romaine. Et vous voyez cela, l'homophobie incarnée dans le catholicisme romain aussi. L'athéisme moderne et les quatre cavaliers, ils peuvent être en faveur du mariage gay, mais ils sont toujours homophobes. Ils n'ont aucune tolérance pour les personnes trans. Pourquoi? Parce que la cause sous-jacente n'a jamais été la religion, mais la culture. Ici, nous avons parlé de l'homophobie en août 2020 et le problème sous-jacent de l'homophobie depuis des milliers d'années a toujours été d'ordre culturel. Puis nous sommes arrivés au féminisme radical et nous avons rendu ce point encore plus fort et nous avons dit non à la culture pour le libéral, le féminisme libéral et culturel. Depuis le jour où il a été présenté en 2018 jusqu'à maintenant, il s'agit d'attaquer la culture. Quand je suis allée en Afrique, en début 2020, en Afrique, nous n'avons pas perdu beaucoup d'Africains qui sont allés avec l'ancien Jeff. Nous avions dans l'esprit de l'ancien Jeff attaqué Ellen White. Nous lui avons manqué de respect. Nous avons attaqué l'adventisme. Nous avons attaqué les fondements de notre foi. Mais les gens en Afrique de l'Est, en général dans le mouvement, ne s'en souciaient pas. Nous aurions pu dire beaucoup de choses sur Ellen White. Ils auraient dit « Ok, super ». Certains auraient peut-être eu besoin de plus d'explications. D'accord, pas de problème. Mais ça ne les dérangeait pas que nous regardions par-dessus l'océan et que nous attaquions la culture américaine. C'était très bien. Mais quand nous avons mis nos pieds, d'abord au Kenya puis en Ouganda, en particulier à l'école en Ouganda, nous avons commencé à attaquer leur culture. Nous avions perdu presque tout le monde pour l'ancien Jeff à ce moment-là et dans l'ensemble. Ils ne l'ont jamais complètement rejoint. Ils sont retournés au protestantisme ou à l'adventisme principalement. Il n'y avait pas vraiment de conflit. Rien de ce que nous avons dit sur le féminisme. Les femmes portant des pantalons, bien sûr. Nous devions peut-être expliquer les versets. Il n'y avait pas de problème avec ces choses. Mais ensuite, quand nous avons touché à ce qui était sacré, et la religion n'était pas ce qui était sacré pour la grande majorité des membres du mouvement en Afrique de l'Est. Ce n'était pas la religion, ce n'était pas
l'adventisme ou l'enseignement prophétique de ce mouvement qui était sacré pour eux. C'était la culture. Et nous avons commencé à toucher ce qui était à la culture. Puis nous nous sommes passés d'une personne sur 100 à plus de 95 personnes sur 100. Tout ce qu'on disait sur le christianisme ou la religion ne faisait rien, n'offensait pas les gens. Tout ce que nous disons sur Ellen White n'offensait pas vraiment les gens. C'est au moment où nous avons touché à ce qui était réellement sacré, les gens ont quitté ce mouvement parce qu'ils préféraient le féminisme libéral ou le féminisme culturel. Les gens ont quitté ce mouvement parce que ce qui était sacré, ce qui était cultus, c'était la culture. Ce qui était sacré, ce n'était pas le message prophétique, pas l'évangile éternel. J'espère que nous pouvons le voir maintenant. Brendan, est-ce que tu peux voir maintenant comment le nouvel athéisme n'a pas besoin du dominionnisme ou du protestantisme? Est-ce que cela a du sens? Mais nous allons y revenir. Oui, ça c'est parfaitement logique. C'est une culture construite sur des décennies, des siècles, des millénaires. Et c'est la cause sous-jacente. De beaucoup de choses, y compris le sexisme. Je peux le voir, merci. Alors, la racine du mot, culture, et le mot latin, cultus, il s'agit de ce qui est sacré pour nous. La nature même du sacré est qu'il est spécial. Il ne peut pas aborder. C'est pourquoi vous avez une polarisation absolue aux États-Unis aujourd'hui. Il dit que chaque fois qu'il y a une guerre civile, elle est précédée par une guerre culturelle. Je ne sais pas après la loi du dimanche à quel point tout va s'échauffer, mais c'est incroyablement dangereux. Ils sont déjà en guerre. Ils sont déjà si opposés parce que ce qui est sacré pour Tucker Carlson, ce n'est pas son protestantisme, ce n'est pas son christianisme, c'est sa culture. C'est pourquoi il dit des choses qui correspondent à ce que dirait un évolutionniste ou à ce que dirait l'un des 4 cavaliers. C'est aussi sacré pour eux. La culture, d'une certaine manière, concerne ce qui est pur, ce qui est pollué. Il s'agit des limites qui se sont souvent transgressées et de ce que nous faisons à ce sujet. Et cela fait partie de la guerre des cultures. Une façon de voir la guerre des cultures est que chacun ait une idée de ce qui est transgressif ou de ce qui est une violation du sacré et des peurs et des ressentiments qui vont avec. Chaque culture a sa propre conception du péché. Il n'est pas nécessaire d'être religieux pour avoir un concept du péché. Pour Dawkins, pour Hitchens, pour Harris, il y a des choses qu'ils considèrent comme des péchés. Le péché est un mot démodé en les citant, mais il fait référence à ce qui est finalement profane et ne peut être autorisé, ne peut pas être autorisé. Comprendre ces choses qui sous-tendent la politique nous aide à comprendre pourquoi elle persiste comme elle le fait. Pourquoi elle enflamme les passions que nous voyons. Ils sont tous religieux. Ils vénèrent tous quelque chose. Ils considèrent tous quelque chose comme sacré. Mais qu'ils souscrivent aux croyances protestantes ou non, qu'ils souscrivent à l'évolution, au darwinisme biologique, qu'ils soient ou non des évolutionnistes psychologiques, des darwinistes sociaux, ou un pasteur conservateur baptiste du Sud, ils ont tous un concept de ce qui est sacré et de ce qui est profane, de ce qui est sacré et de ce qui est péché. Et un athée va considérer beaucoup des mêmes choses comme péché, comme un péché comme pour un protestant. Comme le fera un protestant, la transgression de ce qui est censé être biologie, les droits des trans, le féminisme radical, ils verront tout cela, toutes ces choses comme étant irrationnelles parce que l'évolution ou Dieu nous a fait de cette façon. Et c'est une transgression
de ce que l'évolution a créé. Il fait remarquer que ce n'est plus basé sur un contexte chrétien. Et je pense que nous devons continuer à le dire, mais il s'agit aussi de ce qui s'est passé à l'intérieur de ce mouvement. Et ce qui est effrayant, c'est qu'aucune ligne de réforme, rien de ce qui est dit, rien n'arrivera à quelqu'un s'il n'est pas prêt à abandonner la culture. La façon dont je pense que c'est le mieux décrit est quand nous pensons que c'est la religion, c'est superficiel. Quand c'est la politique ou la religion, c'est superficiel. On peut faire des compromis, on peut contourner les choses. Vous voulez dire quelque chose sur Ellen White qui ne la met pas en valeur, bien sûr. Il suffit de l'expliquer, c'est le superficiel. Et les gens de ce mouvement pensaient qu'ils pouvaient entrer dans la douche et laver ces parties de leur christianisme superficiel et en sortir sans être sexiste. Et quand nous avons dit que ce n'est pas votre religion, quand nous avons dit que ce n'est pas principalement l'adventisme, mais nous avons commencé à cibler la culture, nous avons dit que c'est fondamentalement qui vous êtes. C'est intégré dans le câblage de votre cerveau, c'est construit dans les choses que vous aimez et que vous détestez. Des femmes viennent me voir et me disent « Je dois être avec un homme qui n'est pas membre de ce mouvement parce que je ne peux pas vivre si je ne me marie pas. » Et mon problème avec ce genre de propos, c'est que c'est votre culture. Ce n'est même pas le christianisme, c'est votre culture. Et à moins que vous ne soyez prêt à la remettre en question, à la combattre, à recabler votre cerveau, vous choisirez votre culture, ce que vous aimez, chérissez et tenez pour sacré, plutôt que la vérité de ce mouvement. Parce que je crois que la grande majorité des gens de ce mouvement et les criblages que nous avons eus ces 4 dernières années en sont la preuve. Pour la grande majorité des gens de ce mouvement, ils ne sont pas en fait très religieux. Avec le concept de christianisme, ils tiennent quelque chose de sacré, mais ce n'est pas l'évangile éternel qui est sacré pour eux, c'est la culture. Si ce n'était pas le cas, les gens auraient abandonné la culture pour embrasser l'évangile éternel. Mais ils n'ont pas pu le faire, parce que ce n'était pas ce qu'ils tenaient fondamentalement sacré pour eux. Nous continuerons cette discussion la prochaine fois. J'ai encore quelque chose à citer de lui. Nous en avons presque terminé avec ce sujet, puis je reviendrai à certains autres arguments sur les droits de l'homme parce qu'ils sont incarnés, non pas nécessairement dans ce que les gens prennent du protestantisme ou de l'adventisme, mais imprégnés dans la culture, que ce soit à travers les voies superficielles du christianisme ou du nouvel athéisme, ou simplement à travers des personnes que nous pensons logiques. Nous n'avons plus que 6 jours avant les prochaines vêpres. Si ceux qui ont les mains levées peuvent garder leurs pensées, je ne vais pas aller plus loin par rapport au temps. Désolé. Si vous pensez que vous ne vous en souviendrez pas, alors veuillez m'écrire. Nous terminerons en priant. Alors, cher Seigneur, c'est effrayant de voir à quel point nous avons traité ta vérité de manière superficielle, combien elle a peu d'importance quand elle touche à ce que nous aimons vraiment, ce que nous tenons pour sacré. Je prie, Seigneur, que tu trouves un moyen de briser ces choses. Je n'arrive pas à trouver un moyen de faire passer ça aux gens. Je ne connais pas les mots, je ne les ai pas, je ne peux pas faire ça pour eux. Je prie, Seigneur, pour que tu travailles avec les membres de ce mouvement, que tu travailles avec les esprits curieux qui s'interrogent, qui regardent et qui suivent, qui ne sont pas sûrs du but de toutes ces discussions. Je prie pour tous, les femmes comme les hommes, pour qu'ils regardent le sexisme qu'ils ont absorbé de leur culture et même les abus qu'ils en ont fait, combien ils l'ont aimé et chéri, pour que chacun soit capable de se débarrasser de la laideur des cultures que nous avons appris à aimer. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons sauvés des choses que nous aimons. Au nom de Jésus. Amen.